Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire du 26 mars organisé par le Synopdes et l'AEFA. Donc l'AEFA, c'est l'agenda européen pour la formation des adultes. Alors au préalable, les quelques règles d'usage, le webinaire est en cours d'enregistrement et vos micros et caméras ont été volontairement coupés. Vous recevrez le replay ainsi que le support de présentation directement dans vos boîtes email à la fin de la semaine à peu près. Vous avez la possibilité de poser des questions, donc ça se passe en haut de votre écran dans le Q&R. Et nous vous répondrons au fil de l'eau et on va prendre un temps dédié, presque à la fin du webinaire pour, répondre à vos questions. On part sur un webinaire d'une durée d'1 h 15. Il est ouvert à tous, à tout acteur du champ de l'emploi et de la formation professionnelle. Je ne suis pas certaine que tout le monde connaisse le Synopdes, alors je vais le présenter en quelques mots. Alors le Synopdes, qu'est-ce que c'est? C'est le syndicat national des organismes de formation. Notre rôle en tant que syndicat d'employeurs est à la fois de représenter et défendre les intérêts de nos adhérents, de les conseiller, de les accompagner sur des grandes transitions que peut connaître notre secteur, comme par exemple la transition écologique ou l'IA. Et un de nos rôles, c'est également de fédérer notre réseau d'adhérents autour d'échanges entre pairs, tels que des groupes de travail, des commissions, notre colloque annuel qui a lieu fin octobre en collaboration avec la Fédération nationale des UROF. Tout ça pour encourager les mutualisations, le partage d'expériences et le collectif de travail. Nous avons à peu près 300 organismes de formation qui sont adhérents au Synopdes, dont la plupart sont des TPE, de statut associatif et qui répondent à la commande publique. Nous avons également le soutien de fédérations comme celle de l'UROF. Donc l'UROF, c'est Union régionale des organismes de formation. Nous avons la Fédération nationale des centres de bilan de compétences et la Fédération Léo Lagrange et d'autres gros organismes. L'AFPA nous soutient aussi dans nos actions. Les valeurs du Synopdes, le Synopdes défend l'idée ou la vision plutôt de la formation professionnelle comme un service d'intérêt général. La formation n'est pas seulement un tremplin pour accéder à un emploi, ça peut être aussi un vecteur d'accès à la citoyenneté, à l'autonomie de la personne, dans son parcours professionnel, mais aussi dans sa vie. La formation doit être accessible à tous les publics, sans aucune distinction de statut, par exemple, ni de niveau d'études. Voilà en quelques mots pour présenter le Synopdes. En gros, le Synopdes s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire. Et donc aujourd'hui, nous organisons ce webinaire consacré à RecTech. Donc RecTech, c'est un référentiel dédié à identifier, évaluer et renforcer les compétences transversales en situation professionnelle. Il est financé par l'Union européenne et depuis 10 ans, l'AEFA contribue activement à l'accompagnement, la construction et la diffusion de cet outil qui, depuis, a montré son intérêt pour sécuriser les parcours et accompagner la montée en compétences, notamment pour les publics les plus éloignés de l'emploi. Quant au Synopdes, qui est membre du comité de pilotage de l'AEFA, nous avons souhaité vous proposer ce webinaire consacré à RecTech, puisqu'en tant qu'employeur d'organismes de formation, cet outil pourrait aussi être utilisé dans votre gestion RH, donc dans le volet recrutement ou dans vos travaux d'évolution de carrière. C'est donc l'occasion de vous présenter ce référentiel RecTech, de partager des retours d'expérience et de vous sensibiliser sur l'intérêt d'utiliser cet outil. Je vais vous présenter nos intervenantes. J'en profite pour les remercier d'être parmi nous aujourd'hui. Donc Maya Fofana, ingénieure de promotion AEFA à l'agence Erasmus+. Anne Laramandi, responsable Europe au sein de l'organisme de formation Insup Formation. Et Ethel Willio, responsable des dispositifs socio-professionnels au CFP Presqu'île. Je précise qu'Anne et Ethel sont toutes deux experts de l'AEFA sur les compétences transversales et sont également des professionnels qui travaillent au sein de 2 structures adhérentes du Synopdes. Donc avant de donner la parole à Anne et Ethel, Maya, pourrais-tu nous présenter en quelques mots l'AEFA? C'est à toi. Merci Hélène, merci pour cette introduction. Alors en effet, l'AEFA, donc comme tu l'as dit, Agenda européen pour la formation des adultes, c'est un dispositif européen qui a pour objectif de soutenir les politiques publiques nationales pour l'amélioration de l'accès à la formation des adultes les moins qualifiés.
Donc, c'est un dispositif qui est déployé dans chaque pays de l'Union européenne. Il fait partie du programme européen Erasmus+, pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Et pour répondre à cet objectif, la coordination française de la UEFA travaille en lien avec les acteurs clés du secteur emploi-formation en France, dont le Synofdes, par exemple, qui est membre du comité de pilotage. Et la UEFA, en fait, développe et accompagne la diffusion d'outils qui sont destinés aux professionnels de la formation des adultes. Pour cela, on travaille avec des experts sur des thématiques qui représentent des enjeux importants pour le secteur. En ce moment, on travaille sur l'inclusion numérique, sur les compétences transversales et sur la formation en situation de travail. Alors, ça fait plus de 10 ans que la UEFA travaille sur les compétences transversales en situation professionnelle. En fait, ce travail, il nous a principalement permis de soutenir la construction, l'expérimentation et le déploiement du référentiel de compétences transversales graduées, RECTEC, dont on vous parle aujourd'hui. Alors, si on a choisi de travailler sur les compétences transversales, c'est parce qu'on est convaincu que identifier, évaluer et renforcer les compétences transversales des personnes moins qualifiées, ça représente un enjeu majeur pour améliorer leur accès à la formation et leur insertion professionnelle. Les compétences transversales, c'est pas l'équivalent des compétences psychosociales, ni des soft skills. C'est pas non plus l'équivalent des compétences métiers, vous le savez. Les compétences transversales, c'est des compétences qui sont soit nécessaires, soit très utiles pour agir efficacement dans l'ensemble des métiers et activités professionnelles. C'est pour ça qu'elles représentent un enjeu majeur pour la formation et pour l'évolution professionnelle. Alors en 2017 et 2019, la UEFA a publié 2 guides que vous voyez dans la présentation, sur l'identification et la reconnaissance des compétences transversales en lien avec l'orientation, la formation et le recrutement. Dans la suite de ces travaux, c'est le référentiel RECTEC qui a été construit et expérimenté dans le cadre de 2 projets de partenariat européen financés par le programme Erasmus+. Et ces 2 projets ont été coordonnés par le GIP Compétences de l'Académie de Versailles. Vous avez à l'écran un guide pratique qui présente le référentiel RECTEC pour le premier projet de partenariat Erasmus+. Et depuis 2019, le référentiel il est utilisé dans le cadre de plusieurs projets en lien avec des dispositifs variés, la formation, l'orientation, l'insertion ou le recrutement. Il est également déployé par plusieurs organismes de formation, comme l'INSUP et aussi CFP Presqu'île, mais aussi par des GRETA, des CAFOC et notamment ceux de l'Académie de Versailles. Je vais laisser la parole à Anne-Lara Mandy et Ethel Williot qui vont vous présenter le référentiel plus en détail et vous montrer 3 de ses usages possibles. Bonjour à toutes et tous. Alors, on pourrait se questionner sur pourquoi un nouveau référentiel de compétences transversales. Pour revenir un petit peu sur les compétences transversales, on note un intérêt depuis quand même de nombreuses années pour ce sujet. Et il y a aussi une raison qui est qu'on a bien identifié que bien travailler, ça n'est pas uniquement mobiliser un savoir ou un savoir-faire, mais qu'on est bien là sur la mobilisation d'une compétence, sur un savoir, un savoir-faire et un savoir-être. Dès lors qu'on s'intéresse aux compétences transversales, aux compétences professionnelles, pardon, on est attiré évidemment par cet aspect des compétences transversales, et c'est-à-dire toutes les compétences qui se retrouvent, dans pratiquement, on peut dire, tous les métiers. Et puis, il y a un point aujourd'hui qui est celui de l'obsolescence rapide des compétences techniques. Vous le savez sûrement, aujourd'hui, certaines compétences techniques ne sont plus valables au bout de 2 ans. Et pour les employeurs, les compétences transversales peuvent sembler plus stables. Alors, je veux bien la slide suivante, Maya. Alors, on a aussi ce besoin d'avoir entre acteurs un langage commun. Il y a quand même, et vous le savez, de nombreux référentiels qui existent, hein, notamment à l'échelle européenne, et on constate que
dans tous ces référentiels, on ne parle pas tous de la même chose et on ne pense pas tous aux mêmes termes. Donc, il y avait cette nécessité aussi, Maya l'a dit, on rencontre souvent des termes soft skills, compétences psychosociales, il était nécessaire d'avoir une référence commune. Ensuite, je dirais la légitimité de RecTech est aussi que il a été construit, donc c'est un mode de construction qui est spécifique parce qu'il est notamment élaboré à l'échelle européenne et il a mobilisé vraiment une grande variété à la fois d'acteurs, de terrain, recherche, et il a été expérimenté sur des publics vraiment très variés qui vont de jeunes, notamment en orientation, jusqu'à des étudiants de niveau vraiment supérieur. Les pays, vous les avez là devant les yeux, donc à cette échelle européenne, 6 années de développement, donc RecTech Plus, on le verra par la suite, une multiplicité d'acteurs partenaires et un comité scientifique qui fait aussi la solidité scientifique de ce référentiel, de cette construction. Voilà un petit peu pour les aspects vraiment et de construction et de besoins identifiés pour la construction de RecTech. Ethel, je te laisse la parole. On va voir en effet ce que comporte RecTech et comment est construit RecTech. Bonjour. Donc, voilà, je vais vous présenter le référentiel RecTech. Donc, RecTech, ça veut dire reconnaître les compétences transversales en lien avec l'employabilité et les certifications. Donc, c'est un référentiel qui a 12 compétences transversales identifiées. Dans RecTech, on entend la compétence comme des savoirs agir complexes en situation professionnelle, en contexte professionnel, donc situation de travail. On entend la question de transversale, la transversalité des compétences, c'est la question de compétences qui sont mobilisables dans différentes situations professionnelles ou dans différents métiers ou tâches professionnelles. Donc, c'est des compétences communes à énormément de situations professionnelles. Et on est sur un référentiel qui est gradué, c'est-à-dire que la maîtrise de la compétence, elle augmente en fonction de l'autonomie, de la complexité, de la responsabilité et des enjeux des interactions qui sont attendus en situation professionnelle. Donc, je vais vous présenter brièvement les compétences. Donc, les compétences, elles sont, donc on est au nombre de 12 compétences qu'on a classées en 3 catégories. Donc, il y a des compétences organisationnelles, piloter une activité, organiser son activité. Donc, ça va de piloter, organiser son poste de travail jusqu'à organiser l'activité d'autres personnes. Réagir face à l'imprévu, aux imprévus qui arrivent dans toutes les situations professionnelles et dans tous les métiers. Coopérer et favoriser la collaboration, grosso modo du travailler en équipe, et gérer des données mathématiques, mobiliser des ressources mathématiques et des raisonnements logiques et mathématiques. Donc là, on est sur les pôles organisationnels. On a des compétences communicationnelles, donc communiquer à l'oral en une ou plusieurs langues. Bon, ici, ce sera en français, notamment si on travaille en France, mais ça peut être dans d'autres langues si on travaille dans un autre pays. On a la question de la communication à l'écrit, la question de la prise en compte des usages sociaux, donc des règles implicites ou explicites en entreprise, et la question de l'utilisation des ressources numériques dans le cadre de la communication en entreprise, puisqu'on sait qu'on utilise beaucoup maintenant les outils numériques aussi pour communiquer. Et puis, on a un pôle de compétences réflexives, qui sont donc le traitement des informations et des savoirs, la question de suivre les procédures et la qualité, donc le lien avec les règlements qui régissent les activités professionnelles. Et on a choisi également de mettre 2 autres compétences qui nous permettent d'élargir à des publics qui seraient en élaboration de projet ou en formation, orientation.
Donc, on a la construction du parcours professionnel et le développement des compétences, des apprentissages et des savoirs. Voilà. Donc, dans RecTech, j'ai un peu évoqué, on a une logique de progression qui s'appuie sur 3 critères, enfin 4 du coup. L'autonomie et la responsabilité qui sont attendues en situation, la complexité des situations professionnelles rencontrées et les enjeux des interactions dans les situations professionnelles. Donc, je vais vous montrer un exemple juste après. Donc, en fait, on va de situations qui sont familières et récurrentes à des situations qui sont de plus en plus formelles et de plus en plus imprévues ou inconnues. On va d'une communication simple à une communication complexe et variée auprès d'interlocuteurs qui sont connus, c'est-à-dire nos collègues, nos chefs d'équipe directs, à des interlocuteurs qui sont inconnus, éloignés ou dans des situations de communication peut-être avec des enjeux, des clients, de la hiérarchie, des personnes extérieures. Donc, la logique de progression, elle est celle-ci, globalement dans tous les axes de compétences. Tu peux passer, Maya. Et donc là, on a un axe, le détail d'un axe. Donc, c'est la question de la prise en compte des règlements et des procédures. Donc, on a le descripteur, l'indicateur, les descripteurs. Donc, on a 3 paliers ici. Vous verrez après, on vous montrera les différents paliers de maîtrise de la compétence. Donc, on a 3 paliers ici et on a une progression qui est du premier palier, qui est celui où on identifie les éléments du règlement, au 3e palier, qui est celui où on applique les règlements dans sa situation de travail. Donc, le descripteur d'identification, le descripteur 2 qui est on applique l'essentiel des consignes parce qu'on les connaît, et le descripteur 3 qui est on applique les procédures et on peut les expliquer à d'autres personnes de son équipe. On a pris un exemple pour des métiers d'agent de propreté ici. Donc, au palier 1, la personne qui est sur son poste de travail identifie son planning, la durée de ses prestations et est en capacité d'identifier les équipements de sécurité ou de protection individuelle qu'il doit mettre sur son poste de travail. Au palier 2, la personne, elle réalise l'entretien selon le protocole qu'on lui a donné. Et au palier 3, elle peut expliquer à son chef pourquoi elle a utilisé tel ou tel produit dans telle situation. Donc là, voilà, vous avez un exemple un peu contextualisé au métier d'agent de propreté, de la progression. Tu peux passer, Maya. Et donc, je repasse la parole à Anne. Alors, RecTech, on l'a vu précédemment, hein, l'intérêt, c'est d'avoir un référentiel pour avoir et partager un langage commun. Et on a une représentation visuelle du référentiel sous forme graphique, sous forme de carte que vous voyez ici. Et ce qui est intéressant, en effet, c'est que ça permet de visualiser et de communiquer rapidement les résultats, excusez-moi, et les évaluations. On y reviendra dans les usages qu'on présentera. Mais ce que moi je tenais à dire ici, c'est que l'appropriation de la carte par les stagiaires est quelque chose d'assez facile et ils se retrouvent très rapidement sur leur positionnement par rapport à leurs compétences. Maya, je veux bien la suivante, s'il te plaît. Alors, la force évidemment de RecTech, c'est que RecTech est adossé au certificat européen, au cadre européen des certifications et au cadre national des certifications. Vous voyez ici les différentes graduations de ce cadre européen et ce qui permet, pour en tout cas les travaux que l'on conduit à partir de RecTech, d'avoir une facilité, une compatibilité, puisque c'est aligné sur le CEC. Donc, ici, vous avez un exemple des paliers adossés au CEC.
Et on voit que la graduation va en effet de la préqualification, donc qui correspondrait plutôt au niveau de stagiaire, apprenti, et qui va jusqu'à une expertise très poussée. Alors ici, ce n'est pas restrictif, mais sur cette visualisation que vous avez ici, c'est une carte qui va jusqu'au palier 4, donc niveau et qui correspond au niveau bac pro. On verra par la suite qu'on a une carte RecTech qui va jusqu'à l'expertise, qui correspond au niveau 8 du CEC. Donc voilà pour la force de RecTech, d'être adossé donc, et de repérer, de pouvoir en effet repérer les compétences. On sort aussi de la logique donc de acquis ou non acquis, puisque la maîtrise peut être partielle. Donc, c'est une prise aussi de conscience des compétences de la part des publics qui est autre. Vraiment. Alors, RecTech, un outil générique, qui, évidemment, possède des termes génériques, mais que l'on peut spécifier selon les contextes. Et là, on le verra dans les usages qui vont suivre, qu'il est un outil facilement utilisable à ce niveau. Donc là, je te laisse la parole, Ethel, pour le premier usage. Du coup, je vais vous parler d'un usage qui vise à sécuriser des parcours d'insertion. Je te laisse avancer, Maya. Merci. Donc, je vous présente un projet qui a été mené en 2019 dans le cadre des expérimentations et des projets accompagnés par l'AEFA. Donc, c'est un projet qui est dans le secteur d'Orléans et qui s'est mené en direction de salariés en insertion, donc salariés dans des structures d'insertion par l'activité économique que vous devez connaître. Donc, il y avait 3 structures qui étaient mobilisées, un chantier d'insertion, enfin un atelier chantier d'insertion, une régie de quartier et une entreprise d'insertion. On était sur des métiers différents métiers, en fait, multi-activités professionnelles, valorisation de déchets, espaces verts, entretien de locaux, collecte d'encombrants. Il y avait aussi du nettoyage et de la propreté. Voilà. Donc, multistructure et multimétiers pour des salariés peu qualifiés. En insertion, en contrat d'insertion. Donc, le constat de départ, c'était la difficulté à pouvoir valoriser les compétences des salariés à l'entrée dans les structures d'insertion, compléter l'évaluation avec des compétences qui sont pas des compétences techniques spécifiques à la réalisation du métier. Voilà. Et permettre de sécuriser la suite de parcours à l'issue du contrat d'insertion, puisque les contrats d'insertion sont des contrats qui se terminent à un moment donné et que c'est l'objectif aussi de pouvoir sécuriser et préparer la suite de parcours. Donc, poser un projet professionnel pour sécuriser la suite à l'issue du contrat d'insertion. Donc, les constats, c'était ça. Donc, ce qui a été travaillé, en fait, ça a été travaillé en 2 temps. On a une première étape qui consistait à évaluer les compétences et une deuxième étape qui consistait à valider le projet, enfin travailler et valider le projet professionnel. Pour l'évaluation des compétences, on a commencé par lister les activités et les tâches réalisées par les salariés. À partir de cette liste et de ce détail des activités, parce qu'on n'était pas juste sur une liste, mais on était sur du séquençage et de l'analyse de tâches professionnelles, en fait. À partir de cette analyse-là, il y a une comparaison avec les axes de compétences de RecTech qui se fait et une identification des compétences qui sont mobilisées par les salariés pour réaliser les tâches professionnelles. On parle bien des compétences transversales, hein, pas des compétences techniques. Une fois qu'on a identifié les axes, on va plus finement dans le positionnement sur le degré de maîtrise de cette compétence en fonction de l'autonomie de réalisation des tâches.
Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, on arrive à une carte, comme Anne vous a montré tout à l'heure, où les personnes se sont positionnées. Tu peux retourner en arrière, Maya, c'était pas grave. Où les personnes se sont positionnées sur des axes de compétences et des paliers. Voilà. Paliers ou degrés de maîtrise de cette compétence, qui, vous l'avez vu, vont de 1 à 8. Sur cette action-là, on était sur des paliers 1 à 3, parce qu'on est sur des personnes peu qualifiées et peu autonomes en termes de responsabilité. Voilà. Donc, une fois qu'on a réalisé ce premier positionnement, il y a tout un travail autour du projet professionnel, donc qui vise à identifier les souhaits des salariés en termes de métier à la sortie du chantier d'insertion, identifier les compétences attendues par ces métiers, et puis faire la comparaison entre les compétences des salariés qu'on a identifiées là sur le chantier, les compétences transversales, et les compétences attendues par le métier visé. Ce qui nous permet de mesurer le besoin de développement de certaines compétences ou le fait que les salariés ont la compétence attendue par le métier visé. Donc, tu peux montrer, du coup, il y a une réalisation d'une carte qui a été faite, qui a été contextualisée. Donc, peut-être que vous ne la voyez pas très bien, mais il y a un zoom sur 2 axes de compétences qui sont la question de l'organisation de la suite de son parcours professionnel, donc en gros, la préparation de son projet professionnel. Donc, vous voyez, on a 3 paliers de maîtrise de la compétence. Et puis, le deuxième axe où j'ai zoomé, c'est comment les personnes se positionnent sur leur poste de travail et analysent leur poste de travail. Donc là, on était vraiment sur un travail assez poussé sur la compréhension de son environnement de travail, ce qui est attendu dans le cadre de son travail et comment on peut se projeter dans un autre travail parce que les salariés en chantier d'insertion ou en régie de quartier ne continuent pas forcément sur les activités métiers sur lesquelles elles étaient pendant qu'elles étaient en contrat d'insertion. Voilà, donc cette carte, elle a été créée exprès pour ce travail-là et de là, parce que l'idée, c'était pas seulement l'évaluation, mais c'était aussi de faire monter en compétence les personnes. Donc, il y a eu une modélisation d'une formation de 120 heures. On était sur quelque chose, donc 120 heures, pas intensive, donc on était sur quelque chose de l'ordre de 2 demi-journées de formation par semaine pour les salariés, une demi-journée en temps de travail et une demi-journée hors temps de travail. Et avec 3 modules qui sont travaillés. Donc, d'abord, l'analyse de son poste de travail et son entreprise, le projet professionnel et les secteurs d'activité cibles pour travailler pour identifier les métiers existants et valider ou invalider le souhait de travailler dans tel ou tel métier. Et puis derrière, la question de la projection et de la sécurisation avec la planification des étapes à suivre et tout ce qui est TRE. Voilà, donc la formation, elle s'est modélisée voilà, comme ça, en 3 modules qui permettaient de travailler et de monter dans les compétences qu'on a montrées juste avant sur la carte. Voilà, je te relaisse la parole, Anne. Merci. L'usage que je vais vous présenter maintenant, c'est en effet l'intégration du référentiel RecTech à un titre. Donc, l'objectif, c'était de mener les stagiaires jusqu'à la certification et le choix qui a été fait dans un premier temps, c'est d'intégrer le référentiel RecTech à celui la qualification, celui de la certification agent de propreté et d'hygiène, dans le cadre de l'HSP, donc l'habilitation au service public du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Alors, il faut spécifier que dans ce cadre, vous le savez peut-être, de l'HSP, il n'y a pas de prérequis exigé. Ce qui veut dire que lorsqu'on prépare des stagiaires à cette certification,
on se retrouve, et ça c'était la problématique, avec des apprenants qui se retrouvent assez éloignés en effet de tout apprentissage et d'une qualification. Donc de gros problèmes d'autonomie notamment, de compétences à l'oral aussi, parce qu'on se retrouve avec parfois aussi des publics qui ne sont pas des primo-arrivants, mais des publics vraiment avec des compétences langagières assez faibles. Et en parallèle, une certification qui évidemment évolue et c'est vraiment un métier qui s'est professionnalisé. Et en corrélation évidemment des exigences d'employeurs en termes de compétences transversales assez fortes. Donc voilà, ça c'était c'est le contexte. Et nous, l'objectif évidemment d'intégrer RecTech, c'était vraiment de développer les compétences transversales des stagiaires et de les amener à la qualification, à une qualification sur ce titre-là. Je veux bien la suivante, merci. Alors, comment est-ce qu'on a travaillé? Donc, on a vraiment regardé les compétences transversales, évidemment, attendues par le métier, et on a adossé le référentiel RecTech. C'est-à-dire que là, on travaille les compétences transversales en situation. Alors comment? C'est-à-dire que toutes les activités qui sont proposées aux stagiaires sont contextualisées avec des contenus en lien avec les contenus techniques de la certification. Elles sont les compétences transversales, donc ça c'est vraiment un changement, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas travaillées, les compétences transversales ne sont pas travaillées de façon isolée. On ne va pas travailler le français pour le français, mais on va vraiment travailler les compétences en lien avec les contenus techniques et les attendus. Alors, on le verra après sur les résultats, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, là, on voit que ça donne du sens et qu'on motive les apprentissages. On voit vraiment que les stagiaires comprennent le lien entre le renforcement des compétences transversales et celles attendues par le métier. Alors là, on le voit ici, on retrouve les descripteurs en bleu qui sont les descripteurs de RecTech, hein, comme Ethel vous les a présentés, avec les 3 gradations, c'est-à-dire j'identifie, j'applique et j'adapte. Et donc en rose, vous voyez les exemples contextualisés de descripteurs qui sont contextualisés à la situation APH, c'est-à-dire que là, je vais pour le cercle 1, la gradation, je vais identifier et respecter les éléments de mon planning professionnel, et ainsi qu'un protocole, par exemple. Le cercle 2, donc je vais appliquer, je complète, je suis capable de compléter et d'identifier un planning. Et enfin, si on se situe au niveau du cercle 3, on va être en capacité d'élaborer un planning d'activité. Par exemple, on va le voir après, à partir de consignes qui sont laissées à l'oral ou à l'écrit. On va revenir. Donc, évidemment, les évaluations sont elles aussi contextualisées. J'insiste, vraiment, vous êtes de nombreux organismes de formation, je suppose qu'on n'est pas non plus sur ces apprentissages-là, mais enfin, on est vraiment, il faut insister sur de la contextualisation. On ne va pas mettre des stagiaires devant une feuille avec c'est vraiment ce changement de paradigme, avec un exercice de français avec des trous en leur demandant par exemple de compléter au temps futur ou au passé composé. J'insiste là-dessus parce que quand on parle d'évaluation contextualisée, on donne vraiment un sens à l'apprentissage et cette évaluation-là que je vous donne en exemple, en est un exemple, pardon. Là, on va donner, par exemple, un message
à entendre. Et on va demander à la personne déjà de comprendre ce qui est dit sur ce message, dans ce message oral, de comprendre les consignes orales. Et à partir de cela, on va lui demander de compléter un planning d'activité, par exemple, et de confirmer ensuite par mail à son responsable sa disponibilité. Et là, dans ce type d'exemple, on conçoit bien que là, on n'est plus sur un travail de compétences transversales de façon isolée, mais on va demander à la personne de mobiliser plusieurs compétences transversales. En l'occurrence, ici, vous allez avoir évidemment la communication à l'oral. Je comprends les consignes que j'entends. Je communique à l'écrit, je prends des notes, je retranscris sur un planning et je réponds à mon responsable. Ensuite, on va avoir les compétences qui vont être de l'ordre des compétences numériques parce que je vais éventuellement répondre à mon responsable via ma boîte mail, rédaction d'un mail. Les usages sociaux, comme Ethel aussi l'a présenté tout à l'heure, eh bien, ça va être comment je formule le mail à mon responsable en utilisant des formules adaptées. J'organise mon activité parce que je complète un planning, je prends en compte par exemple mes délais de déplacement entre les chantiers et les ressources mathématiques éventuellement, je vais prendre en compte mes temps de déplacement et je vais pouvoir organiser mon planning en fonction de tous ces éléments. Voilà. Donc, ça c'était vraiment un exemple qu'on peut vous donner sur la contextualisation. La slide suivante, c'est voilà, les résultats. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que en premier, au niveau des stagiaires, on mesure leur capacité à savoir verbaliser, illustrer les compétences et à comprendre les compétences qui sont attendues par le métier. Évidemment, une meilleure capacité à agir en situation. Donc ça, c'est vraiment une progression des apprentissages, une conscience du parcours qui est quand même beaucoup plus développée. Alors sur la recherche des stages, nous, on a noté qu'il y avait quand même moins de difficultés, c'est-à-dire une plus grande aisance, en tout cas, à aborder l'entreprise et à pouvoir parler de ses compétences pour décrocher un stage. La relation avec les tuteurs de stage est assez facilitée en utilisant un outil qui est commun. Et enfin, là où je voudrais vraiment insister, c'est sur la dynamique d'équipe. C'est-à-dire que là, les formateurs qui travaillent les compétences transversales, compétences de base, sont en collaboration totale avec les formateurs de compétences techniques. C'est-à-dire que le travail se fait vraiment en binôme. Et là, nous, au niveau de notre organisme, on a vraiment vu un changement de travail, un changement de paradigme entre les formateurs. C'est vraiment peut-être là aussi la force de ce travail avec RecTech. Voilà. Alors, pour vous dire juste, pour conclure sur cet exemple, que nous, on a commencé par la formation au titre d'agent de propreté et d'hygiène, mais qu'on travaille aussi sur d'autres certifications en intégrant RecTech, notamment le titre assistant de vie dépendance. Et puis, en conclusion, vraiment, moi, je crois que la force vraiment de RecTech, c'est ça, c'est en effet donner du sens aux apprentissages et une compréhension de ce qui est attendu dans le métier. Voilà. Ethel, je pense que j'ai dit l'essentiel. Je te laisse la parole sur le troisième usage. Merci Anne. Donc là, on va exemplifier brièvement un autre usage de RecTech qui est possible. Alors, on a indiqué outiller le recrutement, mais on est plutôt sur l'outillage de la gestion RH. Ça peut être au moment de recrutement, mais ça peut aussi être au moment d'entretien professionnel, par exemple, ou pour la gestion des compétences au sein d'une entreprise et puis les évolutions de carrière, ou voilà, les transferts de poste, par exemple. Donc, on exemplifie brièvement. Donc, c'est un travail qui a été mené avec le conseil départemental du 44.
dans le cadre de leur plateforme de l'autonomie et des métiers du grand âge, où ils voulaient faire des expérimentations avec des employeurs du secteur de l'aide à la personne, qui est un secteur qui est, en tout cas dans le 44, probablement dans d'autres départements aussi, en tension, en fait, avec des besoins très très forts en recrutement et assez peu de candidats, ou en tout cas des candidats ici disponibles qui ne sont pas forcément qualifiés ou expérimentés fortement. Du coup, des grosses tensions dans les recrutements. Et donc l'idée là, c'était de travailler avec des employeurs qui étaient disponibles et volontaires pour voir si on pouvait un peu se décentrer du recrutement habituel sur CV et certification, et voir si on pouvait mettre en avant des attendus d'employeurs qui portaient sur des compétences transversales, avec des employeurs qui seraient volontaires pour après former les gens avec des gestes techniques. Mais du coup, partir plutôt sur l'embauche, le test d'embauche de salariés qui ont plutôt des compétences transversales affirmées. Donc l'idée, en fait, c'était de travailler sur l'identification avec les employeurs sur des compétences qu'ils estiment nécessaires et attendues pour recruter des personnes, encore une fois, pas des compétences forcément techniques, pour des postes d'aide ménagère, donc des personnes qui ne font pas d'aide humaine et pas de toilette ou de touche, de manipulation de personnes, en fait, voilà, qui nécessitent une certification. Du coup, on a travaillé avec les employeurs dans un premier temps à identifier les compétences et les degrés de maîtrise attendus à un moment de recrutement, enfin, voilà, en dessous duquel on ne pourrait pas aller. Et puis, après, on a créé un outil guide, un peu, une fiche guide pour aider les employeurs lors des entretiens de recrutement. Donc, en fait, on n'est pas sur une révolution de l'entretien de recrutement et des process de recrutement. On était juste sur un guide qui permettait de partir de situations qu'on a travaillé avec les employeurs pour évaluer les compétences. Et donc, on identifie des situations, on fait expliciter aux personnes ce qu'elles ont fait dans ces situations, concrètement. Vous avez fait quoi, à quel moment, avec qui, vous avez dit quoi, vous êtes organisé comment pour votre matériel, pour faire telle tâche. Et puis de là, une fois qu'on explicite concrètement, on faisait positionner sur les axes de compétences qu'on a identifiés. Donc là, je vous ai montré un exemple. Dans cette situation, donc il y a des situations délicates, c'est des situations données par les employeurs, une situation un peu imprévue, ce qui arrive beaucoup dans ces métiers-là. C'est le matin, il est 7h, vous êtes malade, vous devez démarrer à 7h30 chez un bénéficiaire, qu'est-ce que vous faites? Et là, la personne est en capacité d'expliquer. Et au moment du recrutement, si on s'appuie sur son explicitation, du coup, on est en capacité de voir comment elle arriverait à gérer cette situation, et l'employeur est en capacité de se dire, bon, ok, la personne peut gérer, c'est ok pour moi pour cette compétence. Voilà, tu peux passer à la slide suivante si tu veux, Maya. Donc, dans le kit qu'on a fourni aux employeurs, on avait aussi la possibilité, parce que c'est quelque chose qu'ils nous ont demandé, donc on partait de situation, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, et une situation peut mobiliser plusieurs compétences. Mais les employeurs nous ont aussi demandé de partir d'une compétence et de voir quelles questions on peut poser pour évaluer la maîtrise d'une seule compétence. Voilà, donc là, on est sur l'organisation de l'activité, à expliquer qu'est-ce que vous faites dans cette situation d'intervention de ménage auprès d'une personne. Avec à côté les paliers qui nous permettaient d'identifier ce que la personne, par rapport à ce que la personne répond, qu'est-ce qu'elle est en capacité de faire. Ce travail et cette façon de se poser vraiment sur les situations et l'explicitation des situations vécues, ça permet d'objectiver les compétences et du coup les prises de décision lors des recrutements. Et de mettre en évidence des compétences qui ne sont peut-être pas visibles tout de suite, ou voilà, pas si évidentes que ça à évaluer. On n'est pas, ça permet aussi de ne pas bloquer des personnes sur manque de qualification ou manque d'expérience, en fait. D'autant que sur ces métiers, en fait, ce qui avait été identifié dans le 44, c'est qu'on est beaucoup avec des personnes qui sont peut-être d'origine étrangère, très peu qualifiées, qui ne parlent pas bien français, mais qui pour autant sont en capacité d'exercer
les tâches professionnelles. Voilà. Donc, j'ai fini pour ça. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est opérant pas seulement au moment du recrutement, c'est ce que les employeurs nous ont dit. Ils l'ont beaucoup utilisé en fait dans les entretiens pro et les possibilités de progression et de passage d'un poste à l'autre. Voilà. Donc, dans la gestion des compétences et des carrières. Je peux prendre la parole, Céline, ou... Moi, j'ai vu qu'il y avait des questions qui portaient sur ce que j'ai présenté tout à l'heure. Je peux peut-être répondre, si c'est OK. Ouais. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question sur l'expérimentation avec les structures d'insertion par l'activité économique. En fait, ça portait pas. Alors, la question, c'est est-ce que l'expérimentation portait aussi sur l'évaluation, la montée en compétences techniques? En fait, la montée en compétences techniques, elle était existante dans le cadre du travail. Ce qui intéressait les encadrants des chantiers et les employeurs, en fait, c'était de pouvoir, à côté de la montée en compétences techniques qui est faite normalement, de pouvoir valoriser et mettre en évidence les autres compétences qui sont identifiées comme transversales et qui peuvent être valorisées, que les personnes peuvent valoriser pour une suite de parcours. Donc, ça portait essentiellement la formation sur monter dans les compétences transversales. Enfin, voilà. Il y avait une question sur Cléa, est-elle? Alors, le Cléa, je vais le présenter dans l'espace ressources parce que oui, il y a un croisement avec Cléa. Je vais la présenter juste après dans l'espace ressources. Voilà, on a fait un gros travail de croisement avec Cléa. C'est vrai qu'on retrouve certains pôles de compétences. Ce qui est intéressant dans RecTech, c'est qu'il y a vraiment, ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, une progression, une gradation dans la progression de la maîtrise de la compétence avec des descripteurs qui sont très précis. Et c'est une différence avec une des différences avec Cléa et un adossement des paliers de progression aux certifications au CEC, comme vous expliquez, Anne. Mais je vais pouvoir le montrer. Et je vais juste répondre à la question sur la distinction entre les 3 cercles et les 4 paliers, parce que je suis peut-être passée assez vite. En fait, donc, le degré de maîtrise de la progression, on appelle ça dans RecTech des paliers. Donc, on a 8 paliers sur ce référentiel. On a commencé avec un travail sur 4 paliers, donc du 1 au 4. Il y a eu un deuxième projet qui s'appelle RecTech Plus, où on a travaillé les paliers 5 à 8. Donc, on finit avec un référentiel avec 8 paliers. Les cercles représentent le palier de progression, le degré de maîtrise de la compétence. Et ce que j'ai montré dans la carte sur l'expérimentation avec les chantiers d'insertion, c'est que, en fait, avec les chantiers, on a choisi de s'arrêter uniquement au 3e palier. Parce qu'il n'y avait pas de nécessité par rapport au degré d'autonomie et de responsabilité des salariés d'aller jusqu'à un 4e palier. Voilà. Là, vous voyez une carte avec les 4 premiers paliers. Donc, on est peut-être passé vite, mais ça correspond. Tu peux remettre la carte juste après, Maya. Ouais, voilà, celle-là. En fait, les paliers 1 à 2, il n'y a pas de correspondance avec le CEC, il n'y a pas de certification qui existe. Sur les paliers 1 à 2, on est sur des personnes qui travaillent sous supervision, qui sont stagiaires, qui sont apprentis. Il n'y a pas de certification qui corresponde. La certification qui correspond, on arrive au palier 3. Et c'est les premières certifications qui peuvent être des titres pro, un CAP, voilà, ce niveau de certification. Merci, Maya. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question-là. Et je peux peut-être prendre la parole aussi sur la question combien de temps a été nécessaire pour ce travail dans la formation APH.
Alors nous, on a eu cette chance de pouvoir travailler accompagné par les porteurs du projet, hein, RecTech, donc un accompagnement pour mettre en place l'ingénierie spécifique à cette certification et à cette contextualisation, y compris aussi pour l'ingénierie d'évaluation. Au total, c'est un travail de 2 ans. C'est à peu près pour atteindre ce travail très fin, en effet, d'ingénierie, de formation et d'évaluation. Après, il y a une autre question. Y a-t-il eu des expériences en France, Europe sur la mobilisation de RecTech dans le travail pair? Alors, est-ce que j'aurais peut-être besoin de compléments sur cette question. Je ne sais pas ce que la personne entend. Vraiment pour le travail pair, non? Anne, ce serait ça? Peut-être passer à la présentation de l'espace ressources, ça va permettre à la personne anonyme de préciser un peu votre question. Et Ethel, tu reviendras sur Cléa, parce que je vois encore une question justement dans l'espace ressources peut-être. Oui. On a une question qui nous demande si les paliers 1 à 2 correspondent à Cléa. Donc, je vais vous partager, si vous me donnez une seconde, l'espace ressources directement. Et j'y arrive pas, excusez-moi. Donc ça, c'est l'espace ressources donc, qui a été construit par les experts RecTech donc de l'AEFA, donc par les experts sur les compétences transversales de l'AEFA. Il y a beaucoup de personnes qui ont développé une expertise sur RecTech, hein, tous n'y ont pas participé, mais on a quand même 9 personnes qui sont impliquées actuellement, qui seront impliquées en 2023-2024 pour construire cet espace ressources, qui vous propose beaucoup de ressources. C'est Ethel qui va vous faire la présentation. Et donc, Ethel, dis-moi par quoi tu commences souhaiter, qu'est-ce que tu souhaites présenter en premier? Micro Ethel. Micro éteint. Pardon. Du coup, on va y aller brièvement. Vous pourrez aller naviguer sur cet espace ressources qui est accessible depuis la page de l'AEFA, en fait. Donc, on a catégorisé en plusieurs thématiques. Donc, vous avez une reprise de ce qu'on vient de présenter avec les documents que vous pouvez télécharger qui s'appelle « Qu'est-ce que RecTech ?» Voilà. Donc, pourquoi faire, pour qui, par qui et pourquoi on choisirait RecTech. Et puis, on a la possibilité de consulter le référentiel à partir de cet endroit-là aussi. Voilà. On a une partie formée à RecTech. Donc là, on a remis ce qu'on avait, des exemples de ce qu'on avait pu faire avec, dans les accompagnements et les expérimentations qui ont été menées sur comment on a accompagné toutes les expérimentations, parce que là, on vous en a présenté 3, mais en fait, il y en a de nombreuses. Donc, vous avez à la fois les supports et à la fois les ressources complémentaires. Tu peux aller montrer dans les ressources complémentaires. OK. Voilà, avec sur quoi on s'appuie, notamment la démarche qui a été menée. Vous l'avez compris, on est sur une approche par compétences. Une entrée compétence et pas une entrée niveau scolaire, etc. Avec des précisions sur comment on fait verbaliser ses compétences avec les personnes et comment on peut développer aussi la question des compétences communicatives, parce que ça se croise beaucoup avec la question de la non-maîtrise de la langue française aussi, sur certains degrés. Tu peux retourner en arrière aussi, Maya, merci. On a s'inspirer. Donc là, on va retrouver
des ingénieries antérieures à RecTech, mais tout un travail en fait qui a été mené et qui a permis aussi de stabiliser le référentiel tel qu'il est aujourd'hui, avec des possibilités, tu peux rester là 2 petites secondes Maya, avec des possibilités d'entrer par des typologies de finalité d'action en fait. Et là, vous allez retrouver des mallettes pédagogiques en fonction ce qui est indiqué là, hein, recherche d'emploi, métier de la dépendance, métier de la petite enfance, vous retrouvez des mallettes pédagogiques qui peuvent être intéressantes et qui sont, pour certaines, assez complètes. Donc là, c'est toutes les ingénieries antérieures qui ont été testées avant d'arriver à stabiliser le RecTech. Et puis du coup, tu peux retourner, voilà. Et là, on va avoir ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui posait la question de 4 paliers, il y avait 4 paliers et 8 paliers, donc c'est ce qu'on expliquait. On a d'abord travaillé sur des ingénieries du palier 1 à 4. Et donc là, vous allez retrouver aussi des entrées par finalité d'usage, en fait. Avec, quand vous allez dans une expérimentation, tu peux, voilà, bah, par exemple, voilà, c'est celle que j'ai présentée. Ça reprend en synthèse d'où vient le projet, quel était l'enjeu, et puis vous avez tous les outils qui ont été créés, que vous pouvez retrouver également. Et ça, pour chaque champ, en fait, là, que vous avez. Et puis, si on va sur... Ouais, s'inspirer... OK, on a la question des paliers 5 à 8, et là, on va retrouver les expérimentations qui ont été menées plutôt avec des universités sur la partie, sur ces paliers-là. Et donc, ça, c'est la même chose. On va pouvoir retrouver exactement le même type d'outils, en fait. Les enjeux, ce qui a été fait, des vidéos de présentation qui ont pu être faites lors de bilans finaux ou de séminaires, et les outils associés. Voilà. Et puis, on a aussi une entrée thématique, et parcours thématiques. Voilà, qui permettent de retrouver les mêmes outils, mais si vous avez ce questionnement-là pour recruter, pour s'orienter, pour les métiers de la petite enfance, de l'aide à la personne, pour l'évaluation. La référentialisation, si tu vas dans référentialisation, on a le croisement, il est où? Je ne le vois plus. Le croisement, voilà, il est là. Merci Maya. Le croisement du référentiel Cléa et du référentiel RecTech. Donc tu peux cliquer dessus. Donc ce qui a été fait, c'est un gros travail. Je pense que tu peux descendre. Ah non, désolée, mais la ressource n'est pas la bonne. Il va falloir rectifier ça en direct. Oui, on va rectifier ça. Par contre, on peut le retrouver. On va le rectifier. Donc, il y a, sur l'espace ressources, il y a en fait tout un travail qui a été fait justement de croiser le référentiel Cléa. Voilà. Alors là, c'est le guide complet. Et le synthétique est là, voilà. À partir de la page 49, oui. Voilà. Et donc là, en fait, on a toute une correspondance avec les descripteurs de Cléa et à quoi ça correspond dans le référentiel RecTech. Donc, pour répondre à la question qui était « Est-ce que ça correspond au palier 1 ?» Pas forcément. Ça dépend de la compétence et du degré de la maîtrise de cette compétence. Donc, on a une entrée par compétence RecTech, par axe de compétences RecTech, avec les cercles ou paliers 1, 2, 3, et juste à côté, à quel domaine ou sous-domaine de Cléa ça correspond, et encore dans la dernière colonne, avec les indicateurs Cléa. Donc, vous avez ce croisement qui existe. Voilà. J'ai fini. Pour l'espace ressources, vous pourrez aller naviguer. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez préciser où est l'espace ressources?
Alors, je vais revenir sur la présentation. Excusez-moi, je suis un peu longue parce que je navigue entre plusieurs écrans et je ne suis pas très habile. Donc, en fait, on a donc mis sur la présentation le lien direct vers l'espace ressources. Donc, c'est un espace ressources qui est accessible en ligne. Toutes les ressources que vous avez vues, elles sont téléchargeables, hein, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Je ne sais pas si, avant de passer peut-être à la suite, s'il y avait d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu. J'ai l'impression. Il y a la question de la personne qui a précisé. Je suis en train de répondre à l'écrit à cette question. Ouais. Sur les travailleurs pairs. OK. Donc voilà, vous n'hésitez pas, vous avez dans l'espace ressources, donc tout pour connaître RecTech, vous avez vu l'onglet télécharger le référentiel. En fait, vous pouvez télécharger ces cartes de compétences. Donc elles existent en format PDF sur les 8 niveaux. Ça peut être intéressant quand vous travaillez entre les niveaux 4 et 5 ou 4 et 6, notamment pour la gestion RH, c'est souvent des cartes comme ça qui sont utilisées. Et puis, vous trouvez également la carte pour les paliers 1 à 4 et les paliers 1 à 5. Il y a eu une première carte RecTech qui avait été faite en 2019 avec le premier projet de partenariat, Erasmus+ RecTech. Et donc, cette carte, elle est disponible aussi sur l'espace ressources. Et elle a été un peu modifiée au moment du projet RecTech+. Donc, nous, on a aussi réactualisé la carte avec les paliers 1 à 4 en prenant les petites modifications du projet RecTech+. C'est des modifications à la marge. Mais du coup, il ne faut pas vous étonner quand vous rentrez dans le détail si vous avez des petites différences. Voilà, il y a eu une compétence, un axe de compétence qui a été déplacé et puis quelques petites reformulations sur les autres. Également sur l'espace ressources, vous allez pouvoir être accompagné par les experts. Alors, être accompagné par les experts, ce n'est pas en direct, mais c'est les contacter. Donc, vous avez une adresse mail qui vous permet de contacter l'ensemble des experts associés à ce projet. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles vous souhaitez, auxquelles on pourrait répondre? On peut continuer. Oui. Ouais. Allez. 10h07. Hein. Donc, pour terminer, vous retrouverez sur la présentation le lien vers la page de l'AEFA consacrée aux compétences transversales. Donc, sur cette page, vous allez retrouver l'ensemble des ressources. Il y a également des vidéos qui ont été faites, notamment sur le travail à l'Insup, des vidéos courtes qui sont assez inspirantes et assez agréables à regarder. Je vous encourage à aller les voir. Elles sont sur la page web. Et puis, vous avez également des liens vers l'ensemble des guides AEFA. Voilà, l'ensemble des ressources sont le site également du GIP Compétences de l'Académie de Versailles qui a été énormément impliqué dans ces projets. Et puis, vous parlez rapidement d'une synthèse en fait, qui est parue au mois de décembre. Donc, en 2024, en fait, on a choisi de conduire une étude sur les usages et les effets du référentiel. Donc, c'est une étude qui a mobilisé beaucoup de structures engagées dans l'utilisation de RecTech et ça a permis de montrer ce dont on se doutait, que RecTech est un outil très pertinent, qu'il est utilisable dans des contextes très variés, à différents moments du parcours. C'est ce qu'on a un peu essayé de vous montrer. On a aussi vu avec cette étude que l'utilisation de RecTech, ça avait des effets concrets sur le renforcement des compétences et sur la progression pour les personnes formées et accompagnées, mais aussi sur l'évolution des pratiques professionnelles. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment été beaucoup mis en avant au sein des structures. Anne en a un petit peu parlé, effectivement, quand elle présentait le projet à l'Insup. C'est vraiment quelque chose de très important. L'étude, elle a aussi mis en avant que les projets et les formations utilisant RecTech étaient beaucoup plus aboutis quand ils étaient portés et déployés par l'ensemble de la structure, c'est-à-dire en incluant les équipes et les personnels encadrants, personnels de direction.
Encore une fois, avec l'Insup, c'est un bon exemple. C'est un projet qui a été porté par l'ensemble de la structure. Donc Anne nous l'a dit, 2 ans d'engagement sur une formation, mais c'est beaucoup plus. C'est depuis le début des projets que l'Insup est engagé. Et c'est vrai que c'est ça qui permet d'avoir des projets très aboutis. Voilà, pour en savoir plus, vous téléchargez l'étude, vous aurez le lien ici, enfin la synthèse de l'étude, si ça vous intéresse. Et puis également, je vous ai mis un lien vers la page web de l'AEFA si vous vous intéressez notamment aux travaux sur l'inclusion numérique, la formation en situation de travail, vous trouverez d'autres ressources. Voilà, merci à tous. Est-ce que Hélène, tu souhaites conclure? Oui, merci tout le monde. J'ai trouvé ça très, très intéressant et très éclairant. Moi, ce que je note quand même dans tout ce travail, c'est le travail d'accompagnement et puis le travail de l'engagement des personnes et aussi l'engagement des professionnels qui accompagnent ces personnes autour de ce référentiel pour pouvoir entrer en formation ou monter en compétences au niveau de ces compétences transversales. Donc merci Maya, merci Ethel, merci Anne. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. J'espère qu'on a répondu à l'ensemble de vos questions. Prochain webinaire du SINOFDES fin avril, 30 avril normalement, sur le terme de la RSE, comment mobiliser le dialogue entre les parties prenantes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et toutes et à très bientôt. Au revoir.